Maine Héritage, partie 2, le Néolithique, les cultures omaliennes et bliquiennes à Vaux-et-Borçay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de Maine Héritage pour cet épisode à la découverte de notre région. Nous sommes sur le site du village néolithique de culture rubanais ou omalienne de Vaux-et-Borçay. Nous sommes à la sortie de Vaux-et-Borçay, direction Vieux-Walef. Effectivement, il y avait un village néolithique omalien, mais imbriqué, il y avait également un village bliquien. Mais mon avatar va vous expliquer tout ça de façon claire et précise. À lui! Merci Pascal. Comme l'a été dit dans la vidéo introductive au Néolithique, les premiers peuplements de l'âge de la pierre nouvelle ont émigré depuis l'Irak actuel via la Turquie. En route, le mouvement s'est divisé en deux. L'une des routes suivies fut le littoral méditerranéen, jusque dans le Hainaut, fondant la culture bliquienne. L'autre itinéraire, le long du Danube, a atteint la Hesbaye liégeoise, à la base de la culture omalienne ou rubanée. Les deux vagues ont atterri chez nous il y a 7000 ans environ et furent présents pendant quelques 1500 années. Vaux-et-Borçay, au même titre que Cologne-sur-Gers ou Verlaine, est particulier puisqu'il rassemble des implantations des deux cultures omaliennes et bliquiennes. Le site de Gibourg, situé dans l'angle de la rue de Lava et de Vieux-Walef, regroupe presque imbriqués un village omalien et un village bliquien. La technique de datation au carbone 14 ne peut malheureusement pas nous donner une indication sur la chronologie de la création et l'occupation des villages. L'implantation de la Croix-Marie-Jeanne, de l'autre côté de la rue de Vieux-Walef, ne contient qu'un village bliquien. Vaux-et-Borçay est intéressant à plus d'un titre. En effet, nous trouvons ici les traces de pas moins de 4 villages, 2 au lieu dit Gibourg, un à la Chapelle-Blanche et un à la Croix-Marie-Jeanne. La datation en carbone 14 ne permet pas de déterminer une contemporanéité ou succession d'existence de ces villages. Nous nous trouvons donc sur la route qui mène de Vaux-à-Borçay à Vieux-Walef. À l'est de la route se situait le village de culture rubanais ou omalienne, lié à d'autres implantations centrées sur l'Allemagne. Cette culture rubanée est caractérisée par des décorations de poterie en forme de ruban, lignes parallèles enfermant des motifs plus ou moins élaborés. Les villages omaliens étaient composés de maisons longues, un peu comme les maisons des Vikings, ici d'une longueur de 35 mètres. Les maisons longues du néolithique sont apparues dans nos régions vers le 5e millénaire avant notre ère. La maison longue était une structure rectangulaire d'une dimension moyenne de 6 mètres sur 35. Leur forme et empreinte au sol nous ont été léguées en témoignage par des traces fossilisées des poteaux de soutien et des murs. Ces murs extérieurs étaient en torchis avec un toit en chaume supporté par une série de forts piliers en bois. Le torchis était fabriqué à partir de l'argile extraite de ce qui deviendra la déchetterie de la maison. Dépourvues de fenêtres, ces habitations ne comportaient en général qu'une seule porte. L'intérieur était compartimenté par deux cloisons, créant trois espaces, l'un pour dormir, le deuxième pour le stockage des céréales et le troisième pour la stabulation du bétail. On estime à une demi-douzaine le nombre d'occupants de telles habitations, chaque village en comportant de 5 à 8, mais parfois jusque 30, comme l'attestent les fouilles menées à Verlaine. Ces maisons avaient environ la même orientation par rapport au nord, ce qui pourrait induire une forme précoce d'urbanisation des implantations. Ces villages étaient entourés d'une enceinte. Les fouilles ont permis de découvrir 460 mètres de sa palissade. De forme ovale et d'une longueur totale à l'époque de 810 mètres, elle a enfermé une implantation d'une longueur de 290 mètres sur son axe principal. Le village semble avoir connu plusieurs périodes d'occupation, entrecoupées d'abandons. Ces hypothèses semblent corroborées par plusieurs phases de développement.
Nous avons découvert d'autres traces que ces empreintes de bâtiments. En effet, les fouilles ont mis à jour les preuves des activités de production céramique et de pierres taillées et polies. La céramique, à la décoration caractéristique, a vu sa sophistication évoluer au cours du temps et a permis de distinguer entre des artefacts de style omalien à travers leurs phases successives. Ces céramiques présentent 5 schémas décoratifs différents et récurrents, distinguant 5 périodes différentes: le rubané ancien, moyen, récent, final et terminal. Les décorations évoluent tout au long de ces périodes vers toujours plus de complexité. Le village omalien a révélé une statuette en forme de tête anthropomorphique, c'est-à-dire qui a la forme humaine, fabriquée en terre cuite. Haute de 47 mm depuis la base du cou jusqu'au sommet du crâne et d'une largeur maximale de 34 mm au niveau des tempes, l'artefact montre l'expression d'un visage très marqué, notamment par l'ouverture dissymétrique de la bouche. La tête est également légèrement inclinée latéralement vers la droite par rapport à l'axe du cou. Nous pouvons aussi distinguer un épaississement ou relief du crâne dans des zones qui peuvent laisser penser à une chevelure ou une coiffure, un léger empattement du bas du visage et une dissymétrie des yeux. La coloration varie du beige clair au noir. La base du cou présente une cassure franche, témoin du point de contact de la pièce avec un vase de céramique fine pour lequel l'objet servait probablement de moyen de préhension. Les produits de l'industrie lithique, des pierres taillées bifaces trouvées à l'implantation malienne de Gibour, montrent une nette distinction avec la production du village contigu de culture bliquienne, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. L'étude de l'ensemble des trouvailles démontre, contrairement aux idées reçues, une différence qui affecte toutes les étapes de la chaîne opératoire. L'interprétation des résultats indique des différences nettes de comportement de part et d'autre et met en évidence la pertinence des phénomènes de recyclage du matériel détritique d'une culture par rapport à l'autre, tels qu'ils ont été définis et identifiés pour la première fois dans un contexte néolithique. Dans le cas du village omalien, les détritus lithiques sont d'origine endémique et proviennent exclusivement de Hesbaye, sans qu'un véritable site d'extraction ait pu être identifié jusqu'à présent. La matière première utilisée, non compris les débris et les rognons, correspond de façon écrasante au silex fin de Hesbaye, issu des bancs de craie locaux. L'industrie lithique est principalement orientée vers la production de lames. Celle-ci présente des caractéristiques standardisées, tant du point de vue de la forme, de la technique et dimensionnelle. Outre les lames, 144 grattoirs ont été dénombrés, quasi tous de matière et de fabrication standard. Certains servirent d'herminettes. Parmi les autres pièces trouvées, nous pouvons citer des burins ou des perçoirs. L'autre implantation, située à 150 mètres de la première, est de culture bliquienne du nom du village de Bliquy en Hainaut. Cette culture est caractérisée par des céramiques décorées de panneaux verticaux et de motifs de guirlandes, identiques à celles trouvées dans le bassin de la Dendre. Les deux villages bliquiens, Avaux et Borset, étaient situés à moins de 200 mètres l'un de l'autre. L'implantation Gibour était plus importante que l'implantation en face à la Croix-Marie-Jeanne. L'habitat bliquien n'est pas aussi régulier que son homologue omalien. Certaines maisons dévient d'ailleurs de la forme rectangulaire pour devenir trapézoïdales. La taille des maisons se réduit, tandis que celui des fosses déchetiques s'agrandit. Les traces structurelles des maisons bliquiennes semblent avoir disparu beaucoup plus rapidement que les structures omaliennes. L'orientation générale des maisons est également plus erratique, suggérant moins de planification d'implantation. Cela a probablement entraîné une plus grande dispersion de l'habitat. Ces éléments pourraient tendre à penser que ces implantations étaient prévues pour une occupation saisonnière ou semi-permanente seulement. Les Bliquiens étaient-ils donc encore semi-nomades? Dans ce village bliquien, les archéologues ont mis à jour plus de 300 vases permettant de clairement identifier la culture des habitants sans qu'aucun artefact de culture omalienne n'ait pu être trouvé.
Cela a permis d'étudier les méthodes d'ébauchage et de mise en forme des vases bliquiens et de comparer les techniques de façonnage utilisées ici avec celles des Aumaliens voisins. Pour ces deux catégories de poterie, le colombinage constitue la principale méthode d'ébauchage pour le corps et le bord des récipients. Le colombinage en poterie est une technique ancienne qui consiste à façonner des objets en utilisant des boudins d'argile superposés, appelés colombins. La poterie rubanée se caractérise par une superposition de colombins non déformés ou légèrement, suivie d'une mise en forme du récipient par étirement des parois. La poterie bliquienne procède également par superposition des colombins, mais diffère de la technique rubanéo-malienne par le lissage des parois externes par battage. Voyez la vidéo illustrative, plus parlante qu'un long discours. Je m'appelle Isabelle de l'atelier Céramuse et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique une poterie en colombin. Pour fabriquer un objet en colombin, on a principalement besoin d'argile car c'est une technique de fabrication qui ne nécessite pas d'outils, de machines comme pour tourner une poterie. Cette technique existe depuis la préhistoire, c'est la plus ancienne technique de fabrication de poterie. On a donc besoin comme matériel de quelques outils en bois qu'on appelle des ébauchoirs, d'une éponge pour lisser la poterie, éventuellement d'un gabarit qui est une forme prédéfinie qui nous permet de découper le fond de l'objet et surtout de barbotine qui est la colle en poterie. La barbotine, c'est un mélange de terre et d'eau. La première chose à faire est donc de fabriquer le fond. Pour fabriquer le fond, on va étaler de l'argile et en posant la forme autour, on détermine le fond de l'objet. Sur ce fond, on va poser en anneaux les colombins que l'on prépare. Pour préparer le colombin, on dégrossit une boule de terre et ensuite, en écartant bien les doigts, on tire vers l'extérieur pour former un serpent. Plus le colombin est fin, plus il sera long de monter l'objet. Il est donc préférable d'utiliser un gros colombin. Comme à chaque fois qu'on colle deux morceaux d'argile l'un sur l'autre, il faut guillocher la terre. Guillocher, ça signifie qu'on procède à une sorte de scarification. On grave dans l'argile et on grave d'autant plus profondément que l'argile a séché. Si l'argile est très molle, comme pour le colombin, on n'a quasiment pas besoin de guillocher. Quand l'argile est guillochée, on pose dessus de la barbotine en bonne quantité. Il ne faut pas avoir peur de tartiner et il ne faut pas tenter de remplir tous les creux du guillochage parce que c'est après, quand on va appliquer l'argile dessus, au moment où l'air va s'évacuer, que le collage va vraiment être efficace. Ensuite, on peut procéder au collage du colombin en appuyant très fort, de manière vraiment à évacuer la totalité de la barbotine. Je n'ai pas besoin de couper ici mon colombin, je vais simplement rajouter de la barbotine et continuer en grimpant par-dessus et en écrasant bien sans oublier aucun espace. Alors on continue d'assembler les colombins tant que la stabilité de l'objet est correcte. Comme les colombins sont fabriqués en terre très molle, au bout d'un moment, l'objet va devenir instable et à ce moment-là, il sera judicieux de faire une pause et de laisser l'argile sécher pendant quelques heures et ensuite on pourra continuer à monter l'argile. Une fois que l'objet est monté à la hauteur souhaitée, on peut choisir de garder l'aspect colombin, mais en général, on lisse l'objet avec un outil en bois pour obtenir une surface bien lisse. Et on peut aussi choisir de modifier sa forme en le battant. Ainsi, on peut obtenir des facettes ou des surfaces planes.
Avec la technique du colombin, on peut fabriquer des objets de toute forme et de toute taille. Il suffit d'attendre que la terre se ressuie un peu, c'est-à-dire qu'elle durcisse un petit peu pour continuer vers une forme plus grande. Voilà, maintenant vous savez fabriquer un objet en colombin. Au niveau de la décoration, les schémas et les techniques sont similaires tout en constatant une simplification des motifs dans la poterie blickienne. Si les Omaliens utilisaient du silex récolté localement, les silex utilisés pour la confection d'outils dans le village blickien proviennent de Glun ou du bassin parisien. En outre, les Blickiens semblent avoir importé les silex semi-finis, voire finis. La production se caractérise donc par une structure duale qui oppose une production de lames à des productions qualifiées de simples. On observe une forme d'économie des matières premières dans l'assemblage blickien. Le silex dit de Glun et le silex du bassin parisien sont préférentiellement exploités pour produire des lames, alors que les autres matériaux servent essentiellement les productions simples. La production de lames conduit à l'obtention de produits un peu plus massifs qu'au-rubané, environ 100 mm de longueur pour une vingtaine de millimètres de largeur et 5 mm d'épaisseur. Le quatrième village néolithique de Vaux et Borset est situé derrière l'école, à l'opposé de Vaux par rapport à Gibourg et à la Croix-Marie-Jeanne en direction de Borset. Les fouilles ont permis la découverte de 2 habitations omaliennes disposées parallèlement et reliées entre elles par un passage couvert. De nouvelles fouilles dévoilent une 3e maison longue et un complexe de fosses. Le village a été occupé à plusieurs reprises. Les objets trouvés attestent aussi de contacts avec d'autres villages, comme celui de Verlaine, Petit Paradis. Les matières lithiques découvertes sont peu nombreuses et typiques de la culture omalienne. Les outils trouvés sont des grattoirs, perçoirs, faucilles, burins et percuteurs. Le matériel céramique est fragmentaire et peu important. Il est typiquement de tradition rubanée. Nous pouvons évidemment nous demander ce qui a pu pousser les habitants néolithiques du Hainaut à venir s'implanter en Hesbaye, en pleine zone de culture omalienne. Cette migration ou ce déménagement n'est clairement pas causé par une pénurie de matières premières, car les silex trouvés proviennent tous de la région d'origine de ces immigrés. Comme dit plus avant, la datation au carbone 14 ne permet pas de dire si les villages situés à quelques mètres les uns des autres se sont succédés ou ont coexisté. Il est toutefois remarquable de noter que, même séparés de quelques encablures seulement, ces villages ne semblent pas présenter des déchets provenant du village voisin, d'une autre culture. Si leurs existences furent simultanées, ces villageois ne semblent pas avoir commercé avec les voisins immédiats. Autre question, pourquoi ces Blickiens immigrés ont-ils importé les silex au lieu d'utiliser la matière première locale comme le faisaient les Omaliens? Ou encore, pourquoi ne trouve-t-on pas de signe d'une structure hiérarchique sociale ou politique? Ainsi, pas de maison du chef, pas de structure où se déroulaient les cérémonies religieuses, pas de capitale non plus. Et enfin, pourquoi cette première civilisation du néolithique a-t-elle disparu, laissant la riche Hesbaye liégeoise vide pendant presque 3 millénaires? La peste, le choléra, d'autres maladies, une guerre totale? Comme vous le constatez, il reste encore beaucoup de questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse sur ce qui est de la vie de nos ancêtres. Mais je laisse la parole à Pascal pour conclure cet épisode. Voilà, nous sommes au site de la Chapelle Blanche, autre site d'un village néolithique de type omalien à Vaux et Borset. C'est ici que nous nous quittons pour cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, que vous viendrez à Vaux-Borset, que vous viendrez faire la balade qui est très jolie dans la campagne esbignonne et que vous profiterez de la gastronomie et de l'hospitalité locale ici en Hesbaye liégeoise. Au revoir. Men Héritage voudrait remercier